Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Et l'un de ces enjeux, c'est la transformation du modèle agricole. Un modèle qui serait notamment débarrassé des pesticides qui appauvrissent les sols, qui nuisent à la biodiversité et bien sûr à l'homme. On se rappelle de la mobilisation contre la loi du plomb. Et notre invité a souvent pris la parole pour éclairer les débats. Nous sommes avec Philippe Grandcola. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste de la biodiversité, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez ce livre aux éditions du Faubourg, Loi du plomb, le débat confisqué, alerte aux fausses informations sur la santé et l'environnement. On rappelle que la loi du plomb a mobilisé plus de 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée, ce qui ne s'était jamais vu. La loi elle a été promulguée, un débat a eu lieu au mois de février à l'Assemblée. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur ce débat confisqué? Quelle a été votre démarche? Alors ma démarche, c'était tout simplement d'essayer de partager la science, de partager les recherches qui sont faites par tous les collègues en matière d'agronomie, d'agriculture, d'écologie, sur le rôle des pollinisateurs, sur la toxicologie des pesticides, sur le cycle de l'eau, sur la sélection pour la virulence des pathogènes dans les élevages. Tous ces éléments, en fait, je les ai guère entendus dans le débat public. Je les ai partagés lors d'auditions à l'Assemblée nationale, quelquefois lors d'interviews avec des grands médias. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas suffisamment percolé finalement dans la société civile, malgré le succès de la pétition que vous mentionnez. Voilà, donc la science, vous dites, n'a pas été assez entendue. Les arguments n'étaient pas présents dans les médias, dans la place publique. Alors effectivement, on a entendu des arguments qui relèvent par exemple de la peur de l'usage des pesticides, ce qui est quelque part une peur assez saine au regard de leurs effets. Ce sont quand même malgré tout des substances toxiques qui sont faites pour nuire aux vivants. Mais on n'a pas forcément entendu par exemple tout ce qui concernait les réserves d'eau, les stockages d'eau qui reviennent dans la loi d'urgence agricole. Et on n'a pas non plus entendu les éléments sur les élevages industriels. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'élevages industriels? Est-ce qu'ils doivent être agrandis pour être rentables? Tous ces éléments-là, finalement, ont été un peu passés sous silence alors qu'ils sont fondamentalement très importants, que ce soit au sujet de la biodiversité ou de la santé humaine. Alors, la loi du plomb, elle veut lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Tout le monde est d'accord avec cela, évidemment, mais il y a eu aussi beaucoup de fausses informations qui ont circulé. Et justement, vous y revenez très clairement dans ce livre, on va aussi en parler. Mais vous battez en brèche l'idée que cette loi s'adresse à tous, à tous les agriculteurs. Vous dites ceci, quand on y regarde de plus près, la loi du plomb ne concerne que 13% des entreprises agricoles et d'élevage françaises. 13%, c'est quand même assez peu. Oui, effectivement, c'est la profession des agriculteurs, des éleveurs, c'est une profession qui est aimée. On sait que c'est une profession nécessaire, qui est indispensable, qui est difficile, qui n'est pas bien rémunérée pour la plupart des agriculteurs et des éleveurs. Donc on a envie de les aider. Et donc quand on voit une loi qui est supposée lever les contraintes, on a envie finalement de l'adopter. Mais en réalité, quand on analyse cette proposition de loi qui est maintenant promulguée, et puis la seconde proposition de loi qui arrive encore au Sénat et peut-être qui sera incorporée à la loi d'urgence agricole si le gouvernement le permet, quand on analyse ces lois et ces projets de proposition de loi, on voit qu'en réalité, très peu d'entreprises sont concernées et les entreprises qui sont concernées ne sont finalement pas celles dont on a besoin. Elles ne sont pas les entreprises qui ont des problèmes financiers, ce ne sont pas les entreprises qui nous procurent finalement les produits de notre alimentation au niveau local. Donc finalement, on se rend compte que malheureusement, une grande partie de ces 350 000 agriculteurs et puis ces 145 000 éleveurs ne vont pas être aidés par ces lois ou ces propositions de loi. Oui, tout ça, c'est important. C'est-à-dire que ceux-là, donc la majorité des agriculteurs, ne seront pas aidés par la loi du plomb. On reparle aussi de cette loi, car à l'occasion de la loi d'urgence agricole qui a été présentée mercredi dernier en Conseil des ministres, certains débats pourraient ressurgir à l'occasion de l'examen de cette loi d'urgence agricole en mois de mai et au mois de juin à l'Assemblée, au Sénat, notamment des amendements qui pourraient déroger à l'interdiction de l'usage des insecticides néonicotinoïdes. Vous qui avez écrit tout ce livre sur ce débat confisqué, est-ce que ça pourrait
revenir de nouveau à l'Assemblée et au Sénat. Effectivement, c'est un gros problème, puisque, en l'occurrence, ces produits, en théorie, ont été interdits au niveau européen, au niveau français, à l'exception de l'acétamipride, qui est le dernier des néonicotinoïdes autorisés au niveau européen. Et puis, il y a également la flupyradifurone, qui est un neurotoxique, qui a les mêmes effets, les mêmes problèmes, et qui pourrait aussi revenir sur le marché français. Et malheureusement, ces insecticides sont extrêmement toxiques, sans distinction, pour tous les insectes, qu'il s'agisse des insectes qui attaquent les cultures ou pour les pollinisateurs. Donc, les utiliser, quelle que soit la manière dont on les utilise, qu'on enrobe les graines ou qu'on pulvérise, c'est condamner finalement une grande partie des écosystèmes, insectes, oiseaux, vers de terre, à de gros problèmes et finalement à une perte de rendement agricole, notamment par exemple quand on les utilise dans des plantations d'arbres fruitiers qui doivent être pollinisés. Et puis par ailleurs, ce sont aussi des produits qui posent des problèmes pour la santé humaine, avec lesquels on encourt des risques, non seulement environnementaux, mais aussi de santé humaine. Donc il faut à tout prix arriver à statuer sur leur utilisation de manière un petit peu plus mesurée. Oui, alors justement, dans votre livre, vous arrêtez sur un certain nombre de fausses informations, notamment celle-ci, la réintroduction de pesticides serait nécessaire. Alors ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps, effectivement, qui revient sans cesse. Et vous répondez clairement non. Effectivement, il y a des études qui ont été menées par des établissements publics, d'ailleurs en coordination avec des entreprises agricoles. Le CNRS, par exemple, a une zone atelier avec 400 entreprises agricoles, et on s'aperçoit qu'en agriculture conventionnelle, on peut baisser les intrants de 30% sans perte de rentabilité dans la plupart des filières. Oui, donc ça, c'est important. Il y a 30% en moins d'intrants sans avoir d'impact sur la rentabilité. Effectivement, et par ailleurs, par exemple, pour certaines cultures comme la betterave à sucre, qui a été beaucoup mise en avant, en fait, ces dernières années, sans néonicotinoïdes, sans acétamipride, les rendements ont été très favorables. On arrive, et l'INRAE, par exemple, a montré qu'il était parfaitement possible de maîtriser les invasions de pucerons qui pourraient transmettre le fameux virus de la jaunisse aux betteraves. On pouvait maîtriser tout cela avec un certain nombre de pratiques, comme le paillage, comme l'assolement entre le changement de parcelle de culture d'une année sur l'autre, la maîtrise des cordons d'éterrage, des bouts de betterave qui restent dans les parcelles et qui peuvent servir de réservoir pour le virus, et puis même le fait de cultiver de l'orge en mélange avec des betteraves. Avec tout ceci, on arrive à des résultats meilleurs. Le problème, en fait, le vrai problème de la culture de betterave, c'est les prix d'achat des entreprises sucrières qui sont libres depuis 2017 et qui sont évidemment au plus bas pour que les marges de ces entreprises restent importantes et qui dépendent également du prix du sucre sur le marché international. Il faut le savoir, il y a une surproduction de sucre au niveau mondial, avec la canne à sucre notamment, mais pas que, également la betterave à sucre cultivée dans des pays où les coûts salariaux sont beaucoup plus bas que les coûts français. Donc le problème, c'est pas le virus de la jaunisse, c'est pas le puceron, c'est pas l'utilisation des pesticides, c'est surtout finalement comment arriver à aider une filière qui surproduit et qui n'est pas compétitive, quoi qu'il en soit, par rapport à des productions étrangères. Donc ce qui coince, selon vous, si vous dites que toutes les solutions sont là et qu'il suffirait de se mettre, ce qui coince, c'est simplement le fait de devoir continuer de produire plus pour se maintenir à flot, c'est ça? Oui, et puis aussi parce que quelque part, la betterave à sucre, c'est le sucre, mais c'est pas forcément le sucre de consommation quotidienne, d'ailleurs qu'on consomme un peu trop, c'est aussi les agrocarburants, c'est la nourriture transformée. Donc il faudrait aider ces filières plutôt que d'essayer de conserver un statu quo de productivisme maladroit qui, de surcroît, n'est pas très rentable. Il faudrait essayer de les aider finalement à se transformer, comme le font d'ailleurs certains agriculteurs qui ont créé leurs propres usines sucrières et qui font de la distribution au circuit court et qui arrivent à s'en sortir beaucoup mieux que ceux qui malheureusement sont ligotés par les grandes entreprises sucrières. Alors certains députés pour la loi du plomb ont été pris à partie l'an dernier, ça a été assez aussi violent pour eux. On leur a dit qu'ils allaient être responsables de l'apparition de cancer. Pour eux, certains ont été menacés de mort. Alors, il est réfuté le lien entre cancer et acétamipride. Et je disais aussi victime de fake news, quelque part. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces députés? Je leur dirais qu'ils doivent se reposer finalement sur la science. C'est leur seul confort. Et malheureusement, on a entendu beaucoup de fake news, effectivement, sur l'acétamipride. On a entendu que c'était une substance qui n'était pas dangereuse. Elle l'est, effectivement, pour l'ensemble de la biodiversité. Puis c'est une autre fausse
Information sur laquelle vous revenez effectivement dans votre livre. Vous consacrez tout un chapitre à cette fausse information. L'acétamipride est-il dangereux ou pas? Alors effectivement, dangereux d'abord pour les insectes, et bien évidemment. Donc on va perdre des pollinisateurs si on l'utilise. Et par exemple, si on veut l'utiliser dans des vergers de pommes ou de cerises, on va avoir des problèmes avec la productivité dans les années qui suivent. Puis d'autre part, c'est un perturbateur de la construction du système nerveux chez les humains. Il a été signalé comme tel par l'Agence européenne de la santé il y a plus de 10 ans. Elle réclamait aux États membres de la Communauté européenne des études sur ce sujet qui n'ont toujours pas été conduites. Et puis, on est capable de passer toutes les barrières de notre corps. On le retrouve chez les femmes enceintes et dans le fœtus. On le retrouve dans les kits céphalo-rachidiens autour du système nerveux des enfants. Donc il y a un réel problème de santé humaine, y compris et bien évidemment et d'abord pour les agriculteurs qui sont les premiers exposés, les agriculteurs et leurs familles, puis pour les riverains, et puis aussi d'une manière générale pour un grand nombre de personnes, parce que ces produits sont solubles dans l'eau et on les retrouve, ils ruissellent, ils sortent de la parcelle de culture, on les retrouve même dans l'eau de pluie. On les retrouve dans les nappes phréatiques. Donc il y a un réel problème de pollution qui dépasse de très loin les parcelles de culture, même quand on enrobe des graines avec, par exemple, du flupyradifurone, comme le propose le sénateur Laurent Duplomb dans sa nouvelle proposition de loi. On va retrouver ce produit dans les parcelles adjacentes. En plus, la flupyradifurone, quand elle se dégrade sous l'action des bactéries, ce qui se passe dans les sols habituellement, elle produit un polluant éternel, l'acide difluoroacétique. Donc on est très loin de produits qui sont anodins et qu'on pourrait finalement mettre dans les champs en se disant que quelques semaines après, il n'y a plus de traces de ces produits. Et puis on a sauvé la récolte et on a causé de tort à personne. C'est totalement faux. Oui, et vous avez raison de mettre en avant ces agriculteurs pour lesquels on veut lever toutes ces contraintes, mais ce sont eux aussi les premières victimes de cette exposition aux pesticides avec des maladies dont ils sont victimes, notamment la maladie de Parkinson. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est souvent passé sous silence, y compris, je crois, dans la profession, comme le soulignent des sociologues. Quelque part, pour les agriculteurs, ce sont des maladies difficiles à vivre. Il y a des études épidémiologiques qui ont montré sans aucun doute qu'ils sont beaucoup plus touchés par toutes sortes de maladies, myélome, lymphome, maladie Parkinson, des troubles respiratoires, etc. Ce sont des maladies très graves qui touchent cette profession, qu'on devrait prendre au sérieux. Les agriculteurs aujourd'hui rivalisent, en tout cas les grosses entreprises agricoles rivalisent de procédés pour se protéger du contact avec ces produits. Il faut le savoir, les équipements de protection qu'on utilisait encore il y a quelques années n'étaient pas efficaces. Ils concentraient les produits sur la peau. Le corps. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a même des cabines de tracteurs qui sont pressurisées pour éviter que l'agriculteur soit au contact avec ces produits. Donc, il est bien évident que ce sont des produits toxiques, qu'on devrait les utiliser avec le plus de précautions possible et même essayer de ne pas les utiliser, ce que réalisent actuellement les agriculteurs en bio ou en agroécologie, ce qui représente quand même à peu près 20% de la profession. Et vous mettez également dans votre livre, là on ne parle pas de l'acétamipride, mais vous écrivez que selon une étude récente, vivre à 1 kilomètre d'une exploitation viticole conventionnelle amène statistiquement un risque chez les enfants de développer une leucémie, risque augmenté de 10% par cette proximité. Donc on est vraiment très très loin de quelque chose d'anodin. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, on se rend compte que ce sont des études qui sont absolument imparables et qui sont souvent citées avec des atermoiements par un certain nombre d'élus ou de responsables publics, alors qu'en réalité, les résultats sont effarants et devraient amener vraiment à mettre en place... Là, on n'est même plus sur un principe de précaution. Là, on est sur un principe de prévention. On sait quels sont les dégâts et on devrait les éviter à tout prix. Alors, il y a effectivement toute cette problématique des pesticides, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bassines, les stockages d'eau. Vous l'avez dit, ça revient dans cette nouvelle loi d'urgence agricole. L'agrandissement des élevages aussi. Ça, c'est une autre idée que vous battez en brèche dans votre livre. On nous dit, il faut agrandir, sinon... on va mourir, on ne sera pas compétitif. Et là encore, vous dites, non, c'est une fausse information. Alors effectivement, c'est une fausse information déjà parce qu'on consomme trop de viande. Le Français consomme en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, plus de 80 kilos de viande par an, c'est-à-dire 4 fois plus que nos grands-parents. C'est mauvais pour la santé. Cette viande, la plupart du temps, elle est produite dans des conditions effroyables pour les animaux, dans des élevages industriels qui ne sont pas rentables, pour lesquels un certain nombre d'éleveurs sont extraordinairement endettés. Ils ne maîtrisent pas les prix de vente de leurs marchandises. Ils souffrent dans leur profession quotidienne. Et bien évidemment, ces entreprises, si on leur permet d'augmenter encore la taille de leur cheptel, ne vont pas forcément devenir plus rentables pour autant. Mais malheureusement, la production de ces entreprises, elle est demandée par une partie de l'industrie de la transformation et puis également par les céréaliers industriels qui vendent finalement leurs produits pour la nourriture de ces animaux.
Donc c'est un cercle infernal dans lequel un certain nombre d'éleveurs sont emprisonnés Oui. et sans maîtriser finalement les prix d'achat de leurs marchandises, alors que le coût de la production, lui, ne cesse d'augmenter. Mais évidemment, la solution n'est pas d'agrandir les élevages, bien au contraire, on va vers encore plus de nuisances. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en France, chaque année, on a 250 000 tonnes de lisier qui sortent de ces élevages industriels et qu'on est obligé d'aller dispenser sur un peu tous les sols français en les transportant à distance pour arriver à fertiliser sans trop polluer avec des nitrates à certains endroits. Oui, et on a vu les conséquences que ça pouvait causer dans certaines régions, notamment la Bretagne. Vous parlez de 3 pistes à explorer pour aller vers un autre système plus respectueux de l'homme, plus respectueux du vivant. L'agroécologie, évidemment, la norme réglementaire bio, les circuits courts de distribution. Alors c'est vrai que ce sont des pistes qui reviennent évidemment souvent sur le devant de la scène, tout en sachant qu'on a constaté une baisse des surfaces agricoles bio l'année dernière, alors que la demande est là, qu'il y a quand même une volonté de s'alimenter sainement de la part des Français. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est malheureusement un paradoxe qui est organisé par le manque de subventions publiques à l'agriculture bio. On le sait, ces subventions ne sont quasiment pas existantes. Et puis on a même diminué finalement le soutien à l'agence bio qui essaye d'aider les entreprises agricoles qui veulent faire une transition. Donc on est vraiment dans une situation dramatique alors que, comme vous l'avez dit, la demande des consommateurs est de plus en plus importante. Et les consommateurs se tournent malheureusement vers des productions qui sont bio mais qui peuvent être circuits longs et donc dont les prix sont relativement importants, alors qu'en fait il faudrait au contraire s'orienter vers des circuits courts dans lesquels il y a l'agriculteur finalement a un prix de vente qui correspond au prix auquel vous achetez le produit sans qu'il y ait trop d'intermédiaires qui prennent leur part, légitime certes, mais trop importante au passage. Donc là, on a vraiment besoin, et il y a un certain nombre de collectivités qui l'ont compris, d'organiser ces circuits en reconstituant des ceintures maraîchères autour des villes, en salariant des agriculteurs, en achetant, les mairies parfois achètent les terrains pour susciter des entreprises agricoles bio, et de manière que les personnes sur place aient accès à des produits de qualité, produits en circuit court par des artisans, que ces artisans puissent vivre dignement. Et avec un juste prix aussi pour les habitants qui n'ont pas toujours la bourse qui va avec les prix du bio, malheureusement. Voilà, exactement. Et dans ce type de système, on est vraiment sur des bénéfices pour toutes les parties. Les consommateurs ont des bons produits de saison à petit prix. Les agriculteurs produisent sans s'exposer à des risques et ils sont rétribués correctement. Et puis, l'environnement se porte mieux, on le sait. Après quelques années sans pesticides, on retrouve immédiatement un certain nombre d'espèces d'oiseaux ou d'insectes qui reviennent dans les habitats et qui remplissent à nouveau leur rôle, les rôles qu'on attend d'eux. Les oiseaux consomment les insectes en trop grande quantité. Les insectes, parmi eux, il y a tous les pollinisateurs ou les insectes qui décomposent la matière organique, qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Donc finalement, tout le monde est gagnant dans ce système, mais il faut à tout prix l'organiser. Et malheureusement, là, en France, on ne va pas assez vite et assez loin dans ce domaine, alors que ça serait une niche économique extraordinaire pour qu'enfin un grand nombre d'entreprises agricoles ou d'élevage puissent vivre dignement de leur activité, qui est une activité indispensable. Alors, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de cadmium, on a beaucoup parlé de PFAS. Alors, l'opinion publique est de plus en plus alertée sur ces enjeux de santé. Mais finalement, il y a aussi une angoisse. On ne sait plus trop quoi manger, on ne sait plus trop quoi faire. Quel conseil donneriez-vous ? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà un problème de mesure du risque. Quand les pouvoirs publics agissent, ils font un calcul bénéfice-risque. Et malheureusement, on surévalue les bénéfices liés à un certain nombre de filières, par exemple agricoles ou d'éleveurs industriels. Et puis, on sous-évalue les risques liés à un certain nombre de substances. Et malheureusement, après quelques années de sous-évaluation, on se rend compte que ces risques étaient importants et ça suscite des inquiétudes qui sont bien légitimes. Donc, le conseil qu'on peut donner à un consommateur, c'est tout simplement de se tourner vers une production locale, bio, en circuit court, de saison. De cette manière, elle va maîtriser la plupart des risques. Alors, pas tous, mais néanmoins, il y a un énorme différentiel par rapport à une production conventionnelle qui peut venir de très loin, qui sera moins contrôlée du point de vue de son contenu, et puis surtout qui va ajouter à des pollutions et à des résidus de pesticides, qui va ajouter le problème de l'émission de gaz à effet de serre. Quand on achète des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud, bien évidemment, c'est un circuit qui n'a aucun sens par rapport à une production locale de qualité. Oui, mais si on regarde par exemple ce qu'on nous dit aussi sur le cadmium, attention au pain, attention aux pommes de terre, etc., c'est vrai que là, ça commence à
concerner un peu finalement nos aliments vraiment du quotidien. Oui, on se rend compte malheureusement en fait qu'on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel les circuits de production et de distribution alimentaire ont été industrialisés, mais sans une maîtrise des pollutions et des résidus de pesticides ou de polluants qui viennent des amendements dans nos aliments. Et on a vraiment besoin de reconstruire ces circuits de distribution. Alors, dans l'attente de cette reconstruction, même si elle se produit déjà dans un certain nombre de collectivités qui sont volontaires pour aller en ce sens, il est vraiment important de se rapprocher de producteurs bio, de marchés de région, de produits qui, finalement, dans lesquels on va avoir des qualités importantes sans qu'il y ait une trop forte utilisation d'amendements, donc des intrants, qu'il s'agisse d'engrais, malheureusement les engrais phosphatés avec du cadmium, qui sont relativement peu utilisés par l'agriculture bio, ou qu'il s'agisse de pesticides, qui sont en principe, la plupart du temps, pas utilisés par l'agriculture bio. Donc là encore, se rapprocher de producteurs régionaux dans ces domaines, c'est vraiment la solution. L'autre solution, bien sûr, pour 70% des Français qui possèdent un jardin, c'est d'organiser un petit peu leur production personnelle en s'assurant, malheureusement, là encore, que leur jardin ne se situe pas dans une zone qui a été polluée, par exemple, par des incinérateurs d'ordures, comme c'est le cas pour un certain nombre de communes françaises. Effectivement, merci beaucoup Philippe Grandcola d'être venu dans Impact Positif sur LCI. Je renvoie à votre livre qui est une véritable mine d'informations, Loi du plomb, le débat confisqué. Merci beaucoup d'être venu sur Impact Positif, une émission que vous pouvez retrouver en replay sur tf1info.fr et en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à flasher le QR code qui va s'afficher sur votre écran en bas à gauche pour retrouver tous les épisodes. Merci à vous, à bientôt.